Et on va parler de journalisme de guerre aujourd'hui et du travail de mémoire. Merci Patrick Chauvel d'être avec nous sur ce plateau. Vous êtes photoreporteur et documentariste et vous avez couvert de nombreux conflits depuis plus de 50 ans maintenant, du Vietnam à la Yougoslavie en passant par le Liban jusqu'à la guerre en Ukraine où vous vous êtes rendu en février, le 19 je crois. Patrick Chauvel, qu'est-ce qui vous a poussé d'ailleurs encore une fois à partir couvrir la guerre ? L'histoire, avec un grand H, se fabrique à travers les guerres, malheureusement. Il suffit de prendre tous nos livres d'histoire, et moi, ça m'intéresse. Ça m'intéresse de vivre l'histoire avec un grand H. Je m'intéresse aux gens, je suis journaliste, donc je les écoute, je les photographie, je les filme, et je rapporte ces histoires au public, parce que les gens ne peuvent pas tous aller en Ukraine. Il faut bien que quelqu'un y aille. Et moi, c'est mon privilège d'informer les gens et d'aller dans ces pays, de rencontrer ces gens. Alors l'Ukraine, évidemment, c'était un peu incontournable. On sentait que ça allait... Vous êtes arrivé quelques jours avant le début de la guerre. Oui, j'avais demandé à Paris Match. Je pensais que ça... Enfin, il y avait quand même toutes les lumières rouges qui s'allumaient. Alors évidemment, au début, tout le monde me disait « Qu'est-ce que vous faites là ?» Même les Ukrainiens me disaient ça. Ils ne comprenaient pas. Ils n'y croyaient pas du tout. Surtout, c'est ce qu'on avait beaucoup dit. Alors, c'est une guerre où vous avez rencontré un autre photoreporter de 40 ans, ukrainien, Max Levin. Vous allez travailler avec lui. Il sera tué peu de temps après, sans doute le 13 mars, avec son ami, le soldat ukrainien Oleksiy Tchernyshov. Et vous avez donc décidé d'enquêter sur sa mort avec RSF. Un rapport a été publié en juin dernier, mais il y a un documentaire aussi qui a été tiré de cette enquête, et on va regarder un extrait maintenant. 23 février 2022, Ukraine, région du Donbass. Le reporter de guerre français Patrick Chauvel travaille avec le photojournaliste ukrainien Max Levin. Le lendemain, la guerre éclate. L'armée russe envahit l'Ukraine. So how far the separatists from here? That kills separatist control. Maybe 1 kilometer, sometimes 500 meters. Ces images tournées par Patrick Chauvel seront les toutes dernières de Max Levin. Il disparaît le 13 mars au nord de la capitale ukrainienne. Son corps ne sera retrouvé que le 1er avril. Extrait du documentaire Affaire Max Levin, l'épreuve d'une exécution. On vous voit donc là travailler, Patrick Chauvel avec Max Levin. Quel photoreporter était-il ? D'abord, c'était un très bon photoreporter ukrainien qui était très dédié. Il avait échappé à une embuscade quelques années plus tôt, de justesse, où pratiquement 80% des gens qui étaient dans son convoi avaient été blessés ou tués. Et c'était aussi un symbole pour les jeunes photographes ukrainiens, parce qu'il s'occupait d'eux. C'est-à-dire qu'il ne faisait pas que travailler sur le front. Quand il rentrait, il discutait avec les jeunes photographes, il leur donnait des conseils, Il était dans la transmission. Il était dans la transmission, voilà. C'était un type dédié à son travail. Il filmait aussi. Il a fait des images exceptionnelles. Il était très calme et il était très professionnel. C'est ce que vous rappelez d'ailleurs dans le documentaire. C'est ce qui est rappelé. C'est que les photoreporters, ceux qui couvrent les terrains de guerre, en général, ce ne sont pas des têtes folles. Non. Il y en a eu, mais ils durent pas longtemps. Non, c'est un métier on s'amuse entre nous, on est plutôt joyeux, mais c'est un métier qu'on fait très sérieusement. La guerre, c'est une affaire sérieuse. Et l'information est une affaire sérieuse aussi. Et donc Max faisait partie de ces gens qui prennent très au sérieux et qui sont passionnés par leur travail. Il nous a abandonnés, c'est une façon de parler, parce qu'à un moment donné, j'ai avec Nicolas Delesalle de Paris Match, le journaliste avec qui j'étais, parce qu'il voulait protéger sa famille et la mettre à l'abri à Kiev. Donc on s'est séparés à ce moment-là. Nous, on est remontés avec un train de réfugiés et il a disparu. On devait se retrouver, mais il a disparu. Voilà, le 13 mars, il a disparu. Il était parti rechercher un drone qui était tombé en panne. Un drone qui avait, semble-t-il, filmé des Russes dans un village proche de Kiev, au nord de Kiev. Et là, il a disparu en lisière de forêt, la lisière du village de Moshun. Et là, vous avez décidé d'enquêter une fois que son corps a été retrouvé, je crois, le 1er avril. Voilà, quand j'ai appris qu'il avait sans doute été exécuté, évidemment, d'un seul coup, pour moi, ça a encore une fois allumé une lumière rouge. Et j'ai demandé à RSF si je pouvais participer à leur enquête, parce que c'est le travail formidable que fait RSF.
c'est de s'occuper des journalistes en difficulté. D'ailleurs, un de vos journalistes, je crois, à un moment donné, avait été pris en otage. Et RSF a aussi œuvré dans ce sens-là. C'est-à-dire que RSF, c'est une organisation qui va aider les journalistes blessés, tués, disparus, etc. Donc, ils m'ont... quand je suis parti avec eux, j'avais un enquêteur, Arnaud Froget, qui était un professionnel de l'enquête, un ancien journaliste. C'est d'ailleurs lui qui réalise le document. Voilà. Et donc, je suis parti avec lui. Et on est parti à la recherche de la voiture de Max. Alors, la première journée, on n'a pas pu la trouver parce que c'est une forêt... Voilà, c'est là où on l'a retrouvé le troisième jour. En fait, c'est une forêt qui est encore minée, avec des pièges, donc il a fallu prendre un démineur avec nous. Ce qu'il faut rappeler, c'est qu'elle a été sous contrôle russe, le moment où Max Levin a été exécuté, justement. Vous, quand vous y êtes retourné, c'était fin mai. Là, les Russes n'étaient plus là, mais c'était piégé comme Il y a eu des allers-retours de combat. Oui. Et c'est là où Max s'est fait avoir, c'est-à-dire que lui, il est parti avec des soldats ukrainiens la première fois. Il a envoyé son drone pour voir ce qui se passait et où étaient les Russes pour photographier et filmer. Il a sans doute vu quelque chose d'important. Peut-être des boucliers civils. Voilà. Peut-être. Il aurait dit à la fille avec qui il vivait que c'était important qu'il récupère le drone qu'il avait perdu à ce moment-là. Le commandant de la région l'a déconseillé en lui disant c'est trop dangereux. Il a insisté. Il a dit à sa fiancée qu'il y avait des choses très importantes sur l'image qu'il avait vues, mais qu'il voudrait donc récupérer la carte mémoire du drone. Et il y est retourné malgré les conseils des militaires avec un ami militaire 3 jours après. Sauf que... Qui a été tué aussi, faut le rappeler. Qui a été brûlé vif. Sauf que le problème, c'est que les Russes étaient en pleine offensive à ce moment-là. Et il est tombé nez à nez avec eux. Voilà, c'était une guerre de mouvement dans la forêt. Et sans témoin oculaire, il faut reconstituer cette scène, ces événements. On va regarder un autre extrait du documentaire, justement. Oleksiy est interrogé près de la voiture, côté passager. Max, un peu plus loin, près d'un arbre. Les soldats russes lui retirent son gilet pare-balles. Max est interrogé une quinzaine de mètres plus loin en arrière du véhicule, de façon à ce que l'un et l'autre ne puissent pas entendre ce qui est raconté. Probablement que les forces russes cherchaient à obtenir des renseignements sur ce qu'il faisait dans cette forêt, peut-être sur des positions ukrainiennes aussi, de connaître des renseignements que Max et son ami auraient pu avoir en leur possession. Pour les faire parler, des balles sont tirées sur la voiture. Oleksiy est brûlé vif par des soldats, puis finalement abattu d'une balle. Max est exécuté à son tour. Il reçoit un premier tir dans le torse, puis 2 balles dans la tête. Au cours d'une ultime phase de recherche, l'une de ces balles sera retrouvée enfoncée d'une quinzaine de centimètres dans le sol, à l'endroit même où se trouvait le corps du journaliste. Patrick Chauvel, c'est une vraie scène de crime pour vous, là, justement, ces événements qui ont été reconstitués? Oui, bien sûr, parce que d'abord, même s'il avait été militaire, on n'exécute pas un prisonnier. Mais là, en plus, sur son gilet pare-balles, comme vous l'avez vu sur le film, il avait marqué presse. Et la balle qu'il a atteint au niveau de la poitrine ne serait pas passée s'il avait eu son gilet pare-balles. On lui a retiré. Ce qui veut dire qu'on lui a retiré et ensuite on lui a tiré dessus. Et après, il a pris 2 balles dans la tête une fois qu'il était au sol. On a compris ça en regardant la photo du corps. C'est la cervelle étant autour de la tête, ça veut dire qu'il a été exécuté alors qu'il était au sol. Donc c'est à la fois la colère et la tristesse d'avoir perdu un confrère important. Et en plus, c'est un symbole. C'est-à-dire que d'un seul coup, on n'exécute pas seulement un journaliste, on exécute la liberté d'expression, la liberté de l'information. Donc il devient à la fois le symbole du photoreporter qui fait son travail et les risques que ça incombe, mais aussi le symbole de la liberté d'expression. Et c'est pas le premier, et ce sera pas le dernier malheureusement, c'est un métier dangereux et on le sait. Est-ce que vous avez l'impression, en tout cas eu l'impression, en allant faire cette enquête, de vous substituer peut-être au travail qu'auraient fait la police et la justice? Non, on ne se substitue jamais à des professionnels qui font leur travail. Quelquefois, on a une forme de liberté ou un espace qu'ils n'ont pas à ce moment-là. Les Ukrainiens, il ne faut pas oublier à ce moment-là qu'ils avaient plus de 400 cas d'exécution sommaire. Donc Max Levin n'était pas leur priorité. C'est la question que je me posais justement, parce que vous y êtes allé 2 mois après les faits. Est-ce que quelqu'un d'autre aurait fait ce travail d'enquête si vous n'y étiez pas allé? La famille aurait sans doute demandé et avait sans doute demandé à la police une enquête. La police était débordée.
peut-être que des mois et des mois après, ils auraient pu faire l'enquête, ou à la fin de la guerre. Sauf que... on n'aurait sans doute pas retrouvé... On n'aurait pas retrouvé les mêmes choses. Ouais. Donc nous, on était presque à chaud, et encore, on était très en retard. Mais c'est en regardant l'axe de pénétration des balles, on a trouvé des balles dans les arbres autour. Justement, oui, donc on a compris l'axe de tir. Ensuite, on a trouvé les tranchées des Russes avec des assiettes en plastique. Donc on a pris les restes de nourriture sur les cuillères en plastique. On retrouvé l'ADN. L'ADN. Après, il a fallu remettre toutes ces preuves au procureur de la République ukrainien pour que l'enquête devienne officielle, parce que nous, on ne peut pas la rendre officielle. Alors évidemment, moi je suis journaliste, mais je ne peux pas me cacher derrière ma carte de presse quand je suis à un moment donné le seul qui peut avoir cette possibilité de basculer sur une enquête, que ce soit pour Oksana, par exemple, la femme violée. J'allais y revenir, justement, parce que c'est une autre enquête que vous avez menée. Il y a des moments dans ce métier où on met notre carte de presse de côté, et notre responsabilité... Mais vous vous sentez investi d'une mission, c'est ça ? Si je suis le seul à pouvoir faire l'enquête, ou à aider l'enquête, je vais le faire. Ce qui s'est passé en ex-Yougoslavie, le tribunal, le TPI, il y a eu beaucoup de témoignages de journalistes comme Rémi Ourdan du Monde. Avec qui vous avez fondé justement un institut, une fondation. Voilà, WORM, oui. WORM, tout à fait. Et donc voilà, c'est à un moment donné, les journalistes les témoignages, les films, les témoignages radio ont servi à faire condamner Ratko Mladic. Et je pense que certains soldats russes vont être condamnés plus tard parce que les journalistes ont fait leur travail un peu plus loin que celui que leur a demandé le média pour lequel ils travaillaient. On va revenir justement sur aussi cette enquête que vous avez menée sur le cas numéro 675. C'est un numéro, donc, le corps d'une jeune femme découvert dans une maison de Boutcha, où des civils ont été massacrés durant l'occupation russe. On se souvient de ces images, de cette découverte aussi de ces cadavres dans les rues. Cette femme violée à plusieurs reprises puis assassinée, c'est Oksana, 34 ans. Et vous avez retrouvé son identité et vous lui avez redonné aussi sa dignité. Tout est parti d'une photo. Alors, c'est parti d'une photo qui a été faite par Florent Marcy, qui est un réalisateur de documentaire qui est là-bas en ce moment. Il m'a montré cette photo, je l'ai montrée à Paris Match, à Caroline Manger, la directrice de la rédaction de Paris Match, et c'était choquant, on s'est demandé s'il fallait la montrer, parce qu'elle est terrible. En même temps, le manteau de fourrure qui augmente le côté terrible de la photo, mais cache un peu le corps, a rendu possible de passer cette photo, et on ne pouvait pas passer à côté, il fallait vraiment dénoncer cet acte, qui encore une fois, elle aussi, Oksana, devient un symbole, malgré elle, de toutes ces femmes violées dont on ne parle pas. Et vous dénoncez d'ailleurs le viol comme arme de guerre. C'est un crime de guerre, c'est une arme de guerre. Donc voilà, donc il fallait... C'était pas lui rendre sa dignité, parce qu'effectivement, cette femme n'a jamais perdu sa dignité, ce sont les violeurs qui ont perdu leur dignité en faisant ça. C'était lui rendre un visage, surtout, et montrer qu'elle était joyeuse, qu'elle avait des projets, qu'elle avait un enfant, et qu'elle était vivante. C'est une jeune maman. Voilà. Donc là, l'enquête s'est faite avec un journal et pas avec RSF. Et donc là, d'un seul coup, c'est le journalisme au maximum, où d'un seul coup, on fait à la fois une enquête pour dénoncer quelque chose qui va peut-être permettre de trouver les criminels et un reportage. Ce travail d'enquête durant un conflit, vous qui avez mené une carrière de plus de 50 ans déjà sur de nombreux théâtres de guerre, est-ce que c'est quelque chose de nouveau, quelque chose que l'on peut faire qu'on ne pouvait pas faire ? Non, les journalistes sont toujours. Oui, il y a des journalistes d'enquête. Moi, je ne l'ai pas souvent fait parce que j'étais souvent dans l'action, etc., des combats purs. Et je n'étais pas entre les deux, tandis que là, en ce moment, on assiste depuis un certain temps à ce qu'ils appelaient les dommages collatéraux. Mais là, ce n'est plus des dommages collatéraux, c'est des dommages prévus, organisés. Sur les images de l'enquête qu'a fait le New York Times sur ce qui s'est passé à Boutcha, on voit bien qu'il y a un officier supérieur qui est avec les soldats russes et il assiste aux crimes de guerre et il ne dit rien. Donc ça fait partie d'une stratégie de terreur. Et on voit ça de plus en plus. On voit ça en Afrique, où il y a des femmes qui sont enlevées, une dizaine, quelquefois des centaines de jeunes filles qui sont enlevées. Voilà, c'est le viol comme arme de guerre est à dénoncer. Dans les du Nigeria notamment, oui. Voilà. Est-ce que justement, mener ces enquêtes sur ces crimes de guerre, c'est aussi raconter autrement la guerre ? Non, c'est la même chose. C'est la guerre. chose. Ça fait partie de la guerre. C'est la guerre. Quelquefois, on n'a pas l'occasion d'être au moment où ça s'est passé. Voilà, là, il se trouve que 2 fois, je me suis retrouvé face à la possibilité d'intervenir. Donc, c'est-à-dire pour Max, parce que c'était à la fois une affaire personnelle, j'étais personnellement touché
par ce garçon et par son destin tragique. Et donc j'avais la possibilité, grâce à RSF, d'aller plus loin, parce qu'il faut financer tout ça, il faut des professionnels, et il faut les contacts. Et l'autre, c'est ce camarade Florent Marcy qui fait cette photo incroyable, et qui me permet de faire l'enquête avec Paris Match, qui réagit immédiatement en disant il faut absolument parler de cette histoire. Il ne faut pas que ce soit mis sous le tapis. S'il n'y a pas de témoin, il n'y a pas de crime. Donc voilà. À 19 ans, vous avez couvert la guerre du Vietnam. Est-ce que vous avez l'impression que les conflits ont changé depuis plus de 50 ans, ou pour vous, la guerre reste la guerre? On va dire que les armes ont changé, les médias ont changé, l'opinion du public sur les médias, avec les réseaux sociaux qui nous emmerdent, ça a changé. Qui vous emmerde? Ah oui, nous emmerde. Pour quelle raison? Parce que les gens regardent les réseaux sociaux, ils ne regardent plus la presse, et les réseaux sociaux racontent n'importe quoi la plupart du temps. D'où l'importance de l'information. D'où l'importance de l'information, et on nous met en doute. Notre seule puissance, c'est notre crédibilité. Donc à partir du moment où n'importe qui peut faire des images avec son téléphone et dire c'est ça la vérité, moi je suis tombé à un moment donné, j'ai failli prendre une photo, je faisais un sujet sur les favelas au Brésil, et il y avait un corps d'un type qui avait une 50aine de couteaux plantés dans lui. Et sur les réseaux sociaux, il disait ce massacre dans une favela. Heureusement, j'ai fait une enquête. À l'inverse, c'est-à-dire en partant de la photo, je suis remonté, ça s'était passé au Mexique. Voilà les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'on peut faire dire n'importe quoi. Le journaliste local fait son travail, et le journaliste international fait le même travail que le journaliste local, mais comme il est en dehors, il est normalement plus impartial et il vérifie ses informations. Et elles ne sont pas vérifiées sur les réseaux sociaux. C'est très bien qu'il y ait de l'info et qu'il y ait de l'alerte sur les réseaux sociaux, que les gens alertent. Mais le travail de journaliste, c'est autre chose. Ça, c'est formidable, mais ce n'est pas une information sûre. Documenter les conflits, c'est aussi faire œuvre d'histoire. C'est pour ça, d'ailleurs, que vos archives sont au musée mémorial de Caen. Voilà. Stéphane Grimaldi, le directeur du mémorial de Caen, m'a proposé de loger mes archives, ce qui permettait... Et il m'a donné un espace pour faire une expo permanente sur un demi-siècle de guerre. Ce qui permet aux gens, une fois qu'ils ont fait le tour du mémorial et de voir la Deuxième Guerre mondiale, de voir les guerres qui ont eu lieu après. C'est-à-dire la fin des guerres de colonies, voilà, la guerre froide, et puis jusqu'aux guerres d'aujourd'hui. Sans ça, rien n'a changé. Vous avez des hommes qui ne se sont jamais parlé, qui s'entretuent, et tout ça commandé par des hommes qui se sont beaucoup parlé et qui leur donnent l'ordre de se tuer. Avoir couvert tant de conflits, qu'est-ce que ça vous a appris sur la nature humaine? Il y a des choses magnifiques, malheureusement, à la guerre. La guerre est un révélateur. Et à la guerre, vous avez des actes de courage, vous avez des actes de générosité que quelquefois vous ne voyez pas dans le monde de la paix. Ça m'a appris... Regardez le courage des Ukrainiens. D'un seul coup, on découvre un peuple avec une résilience incroyable, un courage incroyable, que rien n'arrête pour défendre leur pays. Qu'est-ce qu'elle m'a révélé sur les êtres humains? Rien de particulier, si ce n'est que à partir du moment où on met en danger leur dignité et leur famille, ils se défendent. Ils sont courageux. Je veux dire, l'homme est un animal compliqué. Merci. Mais je les aime. On le voit sur et donc je raconte leur histoire. Oui, on le voit bien sur vos photos. Merci Patrick Chauvel d'avoir été avec nous. Je rappelle donc que le documentaire sur votre collègue, celui qui a été avec vous, Max Levin, qui a été tué le 13 mars, a été réalisé donc par RSF. On peut voir bientôt ce documentaire. Oui. Merci à vous d'avoir été avec nous.